Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch de Ludistart. Je m'appelle Niki, je travaille donc pour cette merveilleuse association qu'est Ludistart et je suis en compagnie aujourd'hui de Florence Wyss. Bonjour Florence. Bonjour Niki. Voilà, Je suis j'espère. ravie d'être Ouais. avec vous aujourd'hui. Tu peux me tutoyer? Non, c'est un vous général. Ouais, c'est vous C'est général. pas le vous de moi. Ok. Euh, J'espère que cette fois-ci nos micros seront un peu plus comment dire, un peu mieux réglés que la dernière fois et qu'on nous entendra bien. Tous les deux. On est de retour pour le droit du jeu vidéo en bibliothèque parce que, alors, faisons les choses dans l'ordre. Florence, tu es avocate en, comment on dit, en propriété intellectuelle, en droit de la propriété intellectuelle. Oui, c'est ça. Ouais, Je suis avocate au barreau de Paris depuis plus de 10 ans et je concentre ma pratique sur le droit de la propriété intellectuelle et particulièrement impliquée à l'industrie du jeu vidéo. d'accord. Et donc tes clients, globalement, c'est... Mes clients, ça va être des studios, des éditeurs, des distributeurs, tout type de prestataires de services de l'industrie pour les conseiller dans leurs activités de tous les jours dans cette industrie ou les représenter en cas de contentieux. Ok, donc c'est vraiment propriété intellectuelle dans le jeu Mm. vidéo. Mm. Euh, on fait cet épisode 2 parce que, alors pour celles et ceux qui nous suivent et qui n'auraient pas justement suivi nos actions passées, il y a eu un épisode 1 qui a eu lieu en janvier, si ma mémoire est bonne, que vous pouvez trouver en replay sur la chaîne YouTube de l'association Ludistart. La vidéo est là. Alors je l'avais dit, hein, attention, je savais ce serait la vidéo la plus vue. C'était un sujet extrêmement demandé. Donc voilà, plus de 1000 vues sur cette vidéo sur le droit du jeu vidéo en bibliothèque. La première partie était plutôt généraliste. Je sais pas trop comment on pourrait le qualifier, ou en tout cas a été axé sur un sujet assez précis. Enfin, je sais pas trop comment c'est quoi la différence entre la première et cet épisode 2? Comment tu décrirais ça? Comment est-ce que je le différencierais? Je sais pas, la première fois, on avait posé les bases du droit d'auteur pour Mm, permettre à tout le monde de comprendre de quoi on parlait. Il va quand même falloir qu'on fasse un petit récap aujourd'hui pour pas perdre les nouveaux. mm, Et ensuite, on s'était principalement interrogé sur des problématiques principales que tu m'avais remontées, à savoir le prêt et la mise à disposition de jeux vidéo en mm. médiathèque. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on est sur des sujets, on rejoint un peu cette idée-là, mais on essaye de viser encore plus de pratiques faites par les médiathèques. Mm. Comme ça que Ouais. ça Ouais, là on est sur ça des t'irait? questions un peu plus précises. Effectivement, la dernière fois, c'est ça. C'était dans l'ensemble, le prêt et la consultation sur place, qu'en est-il? Là, on va... donc, en gros, hein, c'est ça, suite au succès de cette vidéo, on a eu d'autres questions, on a eu des gens qui nous ont contactés pour, voilà, pour affiner certains points. Cette vidéo, elle a beaucoup fait parler, elle a interrogé. Là, je parle de ouais, donc l'épisode 1. Elle a conforté des agents dans leur pratique. C'est une vidéo qui a aussi un peu inquiété. Ça, c'est un point que. Alors là, je vais prendre 5 minutes pour parler de ça. C'est un point qui, moi, me semble important. J'ai une amie directrice d'établissement, enfin directrice de médiathèque, qui m'en a un peu voulu de sortir cette vidéo parce que elle s'est sentie un peu attaquée sur sa pratique. Elle a eu un peu l'impression qu'on pointait du doigt des pratiques illicites et que du coup c'était pas bien et que donc à deux doigts de on va appeler la police des jeux vidéo pour les envoyer sur toutes les médiathèques de France. C'était évidemment pas du tout le but. Et franchement, je suis désolé si ça a été perçu comme ça, c'était vraiment pas l'objet de notre démarche. Donc, 2 minutes pour pourquoi on fait ces vidéos-là et pourquoi on ne les fait pas. Enfin, pour quelle raison, non, pour quelle absence de raison. Bref, pourquoi on fait ces vidéos-là. Euh, donc, ce qu'on ne veut pas faire. Alors, enfin, je dis on, mais c'est on, le on de Ludistart. Je parle pas pour toi, Florence. Euh, Ce que nous, Ludistart, on ne veut pas faire, c'est justement pointer du doigt, accuser, faire peur. Vous imaginez bien que nous,
Ludistart qui travaillons exclusivement, quasi exclusivement avec des lieux culturels, c'est pas dans notre intérêt de vous dire que ce que vous faites c'est illégal et que c'est pas bien et qu'il faut arrêter sinon on vous dénonce. Non, notre position sur le sujet c'est toujours le même, c'est on sait que cette activité elle est hors des clous, mais on le fait quand même, vous le faites quand même, nous-mêmes on le fait quand même. Nous-mêmes, hein, nos actions sont illégales, du coup, si on doit employer ces termes-là. On anime des tournées en bibliothèque. Moi, là, dans quelques jours, je fais une formation à Cognac sur le thème art et jeux vidéo. Dans ma formation, j'amène des consoles, j'amène des jeux, on joue à des jeux. J'ai un PowerPoint avec des visuels de jeux et j'ai demandé l'autorisation à personne. Alors, c'est pas que je m'en vante, hein, c'est purement factuel. Je suis pas en train de dire qu'on est des voyous, mais voilà, donc on a conscience que tout ça est un peu hors les clous. C'est pas pour autant que qu'on le voilà qu'on le pointe du doigt et qu'on le comment dire ça et qu'on accuse les gens et qu'on fait des reproches. Euh, Pardon, je me suis un peu, je limite un petit peu mes notes en même temps, mais je me suis un peu perdu dans mes notes. Bref, donc pourquoi on le fait en revanche? Notre but, il est vraiment simple, c'est d'informer les gens et les agents et les bibliothécaires. Cette question du droit du jeu vidéo en bibliothèque, elle est récurrente dans nos cercles, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les conversations euh, entre professionnels de la culture. Nous, à l'ASSO, on nous en parle souvent de cette question. On nous envoie des mails, on nous appelle pour nous dire ah, on aimerait faire ci et ça, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Donc, premier but, c'est répondre aux questions, aux doutes et aussi aux fausses informations. C'est la traduction française de fake news, je pense. Notamment, un truc qui revient régulièrement, c'est non en 2025, il n'y a pas de flou juridique. C'est une expression qui est longtemps restée dans ce milieu. Il n'y a pas de flou juridique sur l'usage des jeux vidéo en bibliothèque. C'est ce qu'on a vu justement dans la première vidéo. Euh, donc il faut arrêter avec ça, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Enfin, je pense que c'est important de connaître son environnement, y compris son environnement juridique, donc le contexte juridique de son environnement professionnel. C'est un sujet qui mérite d'être connu, qui mérite d'être compris par les agents concernés, par les bibliothécaires qui travaillent au quotidien avec du jeu vidéo. La notion de droit d'auteur, en général, qui plus est, elle est, je pense, centrale dans le travail des bibliothécaires qui manipulent des œuvres au quotidien. Donc c'est important d'avoir quelques infos pour notamment ne pas tomber dans le piège que certains fournisseurs tendent aux collectivités, parce qu'on a en France donc des fournisseurs qui donnent des informations erronées, on va dire ça comme ça, aux collectivités. Je dis pas que c'est le cas de tous les fournisseurs, mais ça s'est vu, et qui donc profitent de fausses promesses pour vendre des jeux vidéo. Je vous renvoie vers la première vidéo une fois de plus. Donc, c'est quoi le but de ces vidéos? C'est la culture professionnelle, ni plus ni moins. Donc, c'est la première raison qui motive nos entretiens. À côté de ça, il y a une raison secondaire qui est venue un petit peu après, mais je l'évoquerai en fin de vidéo. Et c'est vraiment un truc de youtubeur ça. Et donc voilà, je dis pas ça pour le watch time, je dis pas ça pour que vous restiez jusqu'à la fin. C'est juste que la deuxième raison, elle a un peu plus de sens en conclusion, présentée en conclusion. Tout ceci étant dit, je te laisse la place, Florence. On va pouvoir attaquer une série de questions. Donc, on a fait un appel aux questions sur les réseaux sociaux, par mail auprès de nos adhérents. Vous nous avez posé vos questions, on y répond. Et on commence par un sujet qui est dans la droite lignée de l'épisode 1 sur le jeu sur place. Qu'en est-il des jeux vidéo gratuits, Florence, tout ce qui est free-to-play, mobile, alors mobile, tablette, les jeux sur navigateur, Itch.io notamment permet, donc c'est une plateforme en ligne qui permet de jouer gratuitement à beaucoup de jeux sur ordinateur. On peut se dire, les ayants droit les mettre gratuits, enfin en accès gratuit, donc ça pose pas de souci à notre tour de les diffuser. Enfin, il y a une espèce de logique derrière tout ça, mais voilà, qu'est-ce que tu en dis, Florence? Alors, c'est là où je fais un petit retour en arrière parce que pour répondre à cette question et aux questions suivantes, il faut que tout le monde ait en tête ce qu'est le droit d'auteur et quelles sont les prérogatives, donc quels vont être les, les droits d'un auteur vis-à-vis de son œuvre. Donc, il faut toujours avoir en tête que le titulaire d'un droit d'auteur va être titulaire de
droits patrimoniaux qui sont les droits d'exploitation, ce qui va permettre en fait d'exploiter une œuvre, de la mettre à disposition du public, etc. On en avait aussi d'adapter une œuvre. On avait beaucoup parlé de ces droits patrimoniaux justement dans le cadre de notre première session. Et à côté de ça, le droit moral, qui lui est un droit qui va permettre d'assurer à l'auteur que le respect de son, enfin, que le respect de son nom soit assuré, que le respect de l'intégrité de l'œuvre soit assuré, etc. Les droits patrimoniaux, je vous le disais, c'est des droits d'exploitation. Donc, c'est des droits qui vont pouvoir être euh, donnés en licence, cédés, etc. C'est des droits qu'on va pouvoir monétiser. Et c'est vraiment une prérogative de l'auteur. Donc, grosso modo, un auteur, c'est lui qui va pouvoir dire si oui ou non on met à disposition son œuvre au public, dans quelles conditions on le fait, est-ce qu'on le fait à titre gratuit, est-ce qu'on le fait à titre commercial, etc. Euh, une fois que vous avez ça en tête, la question des jeux gratuits. Les jeux gratuits, c'est pas parce qu'ils sont commercialisés à titre gratuit qu'il n'y a déjà pas une notion de monétisation pour son éditeur. Ça, il peut être complètement en accès gratuit pour le joueur, mais au demeurant, être euh, donner lieu à un autre type de monétisation qui ne sera pas le paiement d'un prix public, mais via des publicités ou alors des achats in-game, etc. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, quand un jeu euh, est disponible à titre gratuit, son le titulaire des droits sur le jeu va quand même, a priori, trouver un autre moyen, grosso modo, pour le dire de manière très claire, de gagner de l'argent. Et si cette mise à disposition à titre gratuit, elle est faite d'une telle manière qu'on le prive de cette monétisation, finalement, on va finir par porter atteinte à ses droits. Là, de ce que je comprends, on est de toute façon dans un cas, dans ta question, où le jeu gratuit serait mis à disposition dans les mêmes conditions Hmm. qu'ailleurs. Euh, Et dans ce cas-là, on retombe tout simplement dans le droit pour pour le titulaire d'accepter ou non la mise à disposition de son jeu au public, ce dont on avait discuté la dernière fois. Et donc, la réponse, quid des jeux gratuits? Eh ben, les jeux gratuits, ça va être pareil que pour des jeux qui, dans le commerce, sont accessibles contre le paiement d'un prix. On va de toute façon avoir besoin de l'autorisation le plus souvent de l'éditeur, si c'est un jeu qui est édité via un éditeur, ou du studio si c'est du self-publish. Mais dans tous les cas, il va falloir l'autorisation de l'un ou de l'autre. En Hmm. gros, ce qu'il faut retenir, c'est pas parce que on ne prive pas l'éditeur ou le studio d'une vente que ça va permettre de justifier la mise à disposition du jeu en médiathèque. Hmm. Après, d'ailleurs, j'ai pas cité les jeux gratuits sur l'Epic Game Store, qui sont aussi dans Mm. les établissements publics qui ont accès à des PC, qui peuvent être aussi une source intéressante d'acquisition. Euh, mais ouais, après, donc oui, effectivement, voilà, la réponse elle est assez claire. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est plus légal. Mm. Donc c'est tout à fait dans la logique de ce qu'on évoquait la dernière fois. Est-ce qu'on peut se dire néanmoins que euh, dans l'objectif a priori économique slash éditorial de l'ayant droit, s'il rend son jeu gratuit, c'est qu'il souhaite la diffusion la plus large possible parce qu'effectivement il a un autre modèle économique qui va être par exemple la publicité et que donc au final, enfin là c'est de la pure supposition, hein, mais on peut imaginer que du coup c'est dans son intérêt aussi que son jeu soit disponible partout en fait, même sans avoir demandé d'autorisation. Enfin en fait, pardon, je reformule un peu, c'est on en revient à C'est cette le fameuse risque. différence entre théorie et pratique. Voilà, c'est ça. Mm. C'est dans la théorie, effectivement, il faut demander dans la pratique, est-ce que tu penses que c'est plus ou moins ou également craignos que pour les jeux payants. Je dirais que c'est moins à risque parce que dès l'instant où ce qui est permis par la médiathèque, c'est finalement de disposer d'un, d'un outil pour pouvoir accéder à ce jeu gratuit Mm, et que le consommateur, lui, derrière, il joue de l'exacte même façon que si c'était son support à lui, la monétisation va se faire exactement de la même pour mm, l'éditeur.
Je dis toujours éditeur parce que c'est quand même la majorité des Oui. jeux. Qui plus est, là, sur des free-to-play mobiles. Euh, après, euh, l'un des points que j'avais expliqué la dernière fois, c'est qu'effectivement, il y a une différence, enfin, il y a une différence. Il y a d'un côté la théorie avec des règles qui sont très strictes et assez inadaptées aujourd'hui à la réalité de ce qu'est une médiathèque et de ce que devrait pouvoir offrir une médiathèque en termes d'accès à la culture. Et de l'autre côté, le risque réel d'une action. Euh, on le sait, le titulaire de droit, dès l'instant où il va y avoir une copie ou une mise à disposition de son jeu sans son autorisation, oui, théoriquement, il va pouvoir agir au titre d'une violation de son droit de propriété intellectuelle. Mm. Maintenant, tant que cet usage, il est fait dans des conditions, et là c'est particulièrement le droit pour les jeux gratuits, qui vont pas nuire à son modèle économique, et dans des conditions qui sont pas de nature à porter atteinte à son image ou à sa Mm. notoriété, parce que c'est fait dans un cadre de médiathèque et que ben, on peut imaginer que euh, justement il n'y a pas de la mise à disposition se fait pas dans un cadre Oui, un peu on n'est pas. craignos ou un peu cheap, enfin tu vois. Ouais, voilà, on n'est pas dans un Euh, événement, je sais pas moi, avec enfin, avec des happenings ou je sais pas quoi qui pourraient oui, effectivement associer ouais, une image négative. Dans ce cas-là, c'est certain que, en réalité, le risque juridique, nous c'est comme ça qu'on le définit, le risque Mm. juridique il est élevé parce que c'est une violation du droit applicable. Mm. Le risque pratique, il est très faible Mm. euh, si cette mise à disposition est faite dans de bonnes conditions. Mm. Ok. Enfin, est-ce que je peux divulgacher le reste J'ai l'impression que c'est un peu la réponse à une grosse partie des questions quand même qu'on nous a posées. Euh, je vois que tu avais noté dans... Tu parles d'exception, est-ce que c'est un Ouais, truc que tu veux évoquer? je, non, mais je me souviens que effectivement, comment dire, dans ce qui te revient systématiquement du côté des bibliothécaires, c'est notamment les exceptions au droit d'auteur qui peuvent exister, dans quelle Mm. mesure ces exceptions-là pourraient venir Mm. valider un certain nombre d'usages. Et donc, je voulais juste que tout le monde ait bien en tête que je sais bien qu'il existe l'exception de courte citation, Mm. mais également des exceptions de reproduction ou de mise à disposition dans des cas très spécifiques. Mais en réalité, on y reviendra un peu plus tard. Enfin, l'exception pour les bibliothèques qui permettent justement de copier une œuvre ou de la conserver, de la mettre à disposition, c'est uniquement dans des buts très spécifiques d'archivage Mm. qui correspondent pas du tout là à ces cas de figure. Mm. Et pour l'exception de courte citation, on est sur des utilisations très courtes d'œuvres préexistantes qu'on va venir, enfin, qui vont pouvoir exister que si cette courte citation va être intégrée dans une œuvre Mm. en tant que telle et ou en vue d'usages très spécifiques, notamment des usages pédagogiques ou d'information. Ouais. Donc c'est pour ça on est un peu coincé. Ouais, 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 j'entends. Il me semble avoir vu il y a quelques mois en plus que l'exception de courte citation, c'était uniquement lié au texte écrit. Ça te Non, parle, ça? Non? D'accord, ok. c'est Bon, c'est vraiment moi qui m'a compris un truc. Ok. tu peux l'avoir, tu peux avoir des reproductions, par exemple, euh, de films ou même de représentations Ok. de pièces de théâtre ou de spectacles que tu pourrais imaginer être inclus dans un documentaire. Et là, on va être dans un cas, Hmm. la courte citation va fonctionner. Ok, bon, c'était une parenthèse. Très bien. Reprenons nos petites questions. Une question de Laurent qui nous dit qu'il est bénévole dans une bibliothèque municipale. Il propose, donc lui il est bénévole, il est... Pardon, il propose la consultation de jeux vidéo dans son établissement, mais il utilise son matériel à lui
qu'il a acheté à titre personnel, donc il apporte à la médiathèque pour faire ses animations. Est-ce que ça pose un souci particulier? Est-ce que c'est différent des autres, du cas habituel où c'est la collectivité qui achète son matériel? Enfin bref, qu'est-ce que peut apporter cette situation un peu à part? Alors là aussi, on va différencier le risque juridique du risque pratique. Pour le risque juridique, en fait, il faut toujours avoir en tête que c'est pas parce qu'on est propriétaire du support matériel, donc de la console, du jeu en version physique, si on a acheté une version physique, qu'on va être propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur les jeux vidéo ou sur la console. On fait souvent, nous, l'analyse, pour que ce soit très parlant, avec soit un livre. Quand vous achetez un livre, vous n'êtes pas titulaire du manuscrit. Ou par exemple avec un tableau d'un peintre connu comme Picasso, vous allez être propriétaire d'une toile, mais vous n'allez pas Hmm, pouvoir, vous, décider de la manière dont cette toile va être exploitée. Et ça va être pareil pour un jeu vidéo et sa console. Quand un consommateur achète un jeu vidéo, ce qu'il peut faire avec le jeu va être précisément dicté par les ELA, la licence d'utilisateur. Euh, et autant il va y avoir des distinctions opérées entre s'il s'agit d'un jeu en version numérique ou en version physique, autant que ce soit un cas ou l'autre, il n'y aura aucun droit de propriété intellectuelle qui sera accordé au consommateur par l'éditeur sur le jeu. Donc, très concrètement, ça veut dire que euh, mettre à disposition un jeu, qu'il soit mis à la disposition grâce à une console personnelle plutôt qu'une console de médiathèque, ça va rien changer. C'est toujours une diffusion de l'œuvre sans autorisation hmm, de son titulaire de droit. hmm, En revanche, et ça me fait penser à une autre exception, si cette pratique est pas plus OK, c'est parce qu'en fait, elle s'inscrit pas non plus dans ce qu'on pourrait. Il y a cette exception du cercle de famille hmm, qui permet, quand on a un film chez soi, et ben, de pouvoir le visionner avec toute sa famille si on en a envie. L'idée, c'est que on peut, toutes les œuvres qu'on achète, on va pouvoir en faire bénéficier nos proches, mais dès que ça sort de ce cercle privilégié, en fait, on retombe dans une diffusion qui va rentrer dans les prérogatives de l'auteur. Donc là, on retombe dans ce cas-là. En fait, même si c'est son matériel personnel, hmm, on va être dans une diffusion publique, et hmm. cette diffusion publique, du coup, elle doit être autorisée. Ouais. Après, là encore, le risque pratique, ben oui, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, mais je crois que c'est pas mal aussi d'étudier des cas concrets et Hmm, justement de permettre de voir pourquoi ce serait OK ou pourquoi ce serait pas OK. C'est toujours pareil, si l'animation, elle est faite de telle manière à ce que la médiathèque n'engrange pas de revenus, euh, et que elle n'est pas susceptible de porter atteinte à la notoriété du jeu ou de son éditeur, et que c'est fait dans des conditions qui sont OK, euh, le risque est très limité. Il ouais. existe, mais Oui. Hmm. Enfin, oui, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais j'essaierai de faire un tout petit aparté là-dessus. Enfin, on en reparlera de ça parce qu'on a un peu bossé le sujet, toi et moi, ces derniers mois, Mm. et on pourra aussi peut-être vous donner un peu l'avancée de nos recherches. Ça m'évoque deux choses. Tu parlais des t'as dit ELA, Mhm. EULA. En fait, c'est très, enfin, pardon, C'est rappelle-moi. la C'est les- licence c'est- utilisateur. En D'accord. fait, à chaque fois qu'on achète un jeu, pour accéder à ce jeu, pour pouvoir y jouer, vous devez, on doit tous cocher à Hmm, un moment donné ou montrer qu'on accepte les conditions d'utilisation. hmm. Et on a ça avec des jeux, mais on a ça avec tout logiciel qu'on achète, toute Ouais, plateforme ou tout ouais, service auquel on veut ouais. accéder. Et c'est ces conditions d'utilisation-là qui vont déterminer ce que tout consommateur est en mesure de faire Hmm, ou non avec le jeu qu'il achète. Et enfin, j'ai jamais vu d'autres cas, hein, mais euh, en principe, il va être prévu que c'est une utilisation personnelle, non hmm. transférable, dans une sphère privée, etc., etc.
Ok. Il y a des cas où on peut les revendre, des cas où c'est pas possible. Enfin, même le marché de l'occasion est réglementé, en fait. Ouais. Ouais, ok, bon, ouais, alors là, bon, on entre dans un autre, Mm. on va pas se lancer là-dedans. Bon, là, c'est un cas très spécifique, mais à la limite, donc pour répondre à Laurent aussi, enfin, pour peut-être apporter un complément de réponse, à la limite, peut-être, la seule différence qu'il y aurait avec le cas où c'est la collectivité qui achète les consoles et les jeux et les met à disposition, c'est éventuellement je sais pas comment on pourrait dire, le report de responsabilité, peut-être, Je suis tu vois? pas certaine. Oui, je vois ce que tu veux dire, Si on pousse mais vraiment le truc, hein, partant du principe qu'il y a un problème, tu vois. Est-ce qu'on pourrait reprocher à Laurent d'avoir mis plutôt qu'à la mairie, tu vois, d'avoir mis ses consoles et ses jeux à disposition? ben, l'éditeur, lui, il se tournerait nécessairement vers la médiathèque. Ok. Enfin, en tous les cas, il se tournerait là, vers l'entité la plus grosse. Ok. Et ensuite, lui, en tant que tel, ben, si ça constitue une faute, c'est entre lui et son employeur que ça pose Ok. problème. Ok. 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 Bon, bref, là on parle de scénario catastrophe. Pas de souci, Oui, oui, Laurent, t'inquiète oui. pas. On veut pas effrayer les gens. Oui, oui. Euh, question suivante. Ouais, on a quand même quelques questions. Est-ce que je sais plus qui me posait cette question. Bref, est-ce que il y a déjà eu suite. Donc là, on revient un petit peu à ce qu'on évoquait la dernière fois. Donc usage du jeu vidéo classique en bibliothèque. Voilà, après consultation sur place. Est-ce qu'il y a déjà eu des rappels à l'ordre, c'est le terme qu'a employé la personne, ou, euh, ou des cas d'application du CPI, du code de la propriété intellectuelle, Ouais. donc à l'usage des jeux dans les espaces publics. En gros, est-ce que tu as des cas, est-ce que tu as connaissance de cas où des bibliothèques se sont faites taper sur les doigts par les ayants droit? Non. Ok. Nous, on a. Enfin, alors après, il y a deux choses. Parce que je veux pas juste que mon nom soit sorti du contact. Hmm. Mais grosso modo, euh, on peut évidemment pas avoir connaissance de précontentieux. Donc un précontentieux, c'est toute mise en demeure ou rappel à la loi qui Hmm. pourrait être envoyée par un ayant droit à une médiathèque et qui, du coup, de ce simple-là, serait pas public. Hmm. Donc, je peux pas vous dire que ça n'a jamais existé. En revanche, nous, de notre côté, sur les bases de données auxquelles on a accès, alors qui sont pas exhaustives, mais qui sont quand même, enfin, qui ont le mérite Hmm. d'exister et d'être quand même assez bien fournies, on ne trouve pas de jurisprudence, donc de décision de justice, euh, qui viennent condamner une bibliothèque ou une médiathèque pour cette raison-là. Ok. Euh, et ça rejoint ce qu'on s'était dit là en janvier. Pour l'instant, enfin pour l'instant, ça fait quand même des années que ça dure, on voit bien qu'il y a une espèce de tolérance des tueurs de Hmm. droit pour ce genre de pratique qu'on va retrouver aussi, c'est pas que pour les bibliothèques et les médiathèques, on va aussi retrouver cette forme de tolérance pour certains streamers qui streament sans autorisation, etc. Il y a toujours Hmm. une balance qui est faite par l'éditeur entre est-ce que est-ce que j'ai plus intérêt à laisser faire ou est-ce que j'ai plus intérêt à m'y opposer parce que Hmm. la communication qui est faite va pas dans mon sens. En gros, c'est ça. Hmm. Oui, et puis il y a le coût de la, enfin, le coût de la De l'action, ouais. procédure, Mm. etc. Ouais, ouais, j'en avais parlé au Game Camp avec Mm. un éditeur, un grand éditeur français justement. Bref, mais enfin bon, si on a le temps, on l'abordera vite fait en fin de vidéo. Un aparté Peggy, mais alors là sur cet aparté, je vois ta réponse. Je me demande si on, bon, je pose la question, mais je pense que peut-être qu'on s'est mal compris. Ah, On voulait peut-être. Parce que je me demandais ce qu'elle faisait là, cette question. alors, on voulait parler du PEGI, mais du coup, je crois que ta réponse, elle est plutôt orientée éditeur, c'est-à-dire Complètement. l'obligation du PEGI pour les éditeurs, donc l'obligation de s'y conformer. Moi, c'était Mm. plutôt côté, bah, une fois de plus, bibliothèque, à quel point les bibliothécaires sont légalement obligés de respecter l'application du PEGI. Ah, Hein, c'était compliqué. ça là. Et, ouais. Et du coup, Et ça, si t'as pas euh, travaillé plus que ça la question, ça va être compliqué. non, j'ai jamais eu ce cas de figure, mais pour moi, j'aurais tendance à dire que en tant qu'institut, enfin, en tant qu'administration publique, on pourrait s'attendre que l'accès à un jeu qui soit par exemple... est-ce qu'il y a des jeux moins de 18 qui sont accessibles en médiathèque?
Ah oui, ça peut, ouais, tout à fait. Auprès, Enfin, alors plus de 18, rare, pardon. oui, oui, enfin PEGI 18, ouais. Ouais, Auprès, oui, en consultation sur place, c'est assez rare, mais ok. Parce qu'effectivement, tu pourrais t'attendre à ce que la bibliothèque s'assure que ce soit bien utilisé par une personne qui hmm, a l'âge approprié pour le faire. ouais. Oui, mais du coup, on parle comment dire ça, de, j'ai envie de dire de conscience professionnelle, tu vois. Mais est-ce que légalement, si je laisse jouer tu vois, un enfant de 13 ans à un Ouais, jeu j'ai PEGI bien compris. 16, est-ce que les parents peuvent porter plainte, tu vois, est-ce qu'il peut y avoir une action Ben, je sais pas sur quel fondement, parce que je pense que ça relève. Il doit y avoir des règles spécifiques de droit public du fait hmm, que ce soit des collectivités, etc. Mais moi, j'aurais tendance à dire que oui. hmm, Il doit bien y avoir quelque part un fondement juridique auquel se rattacher ouais. euh, pour venir s'opposer à ce genre de pratique. Hmm. Ouais, bon, donc, C'est pas à une conscience creuser, pro, c'est. ouais, c'est peut-être à creuser, enfin, en tout cas, c'est un, comment dire ça, on met ce sujet un peu je sais pas comment le dire. Euh, Entre parenthèses, pour la Ouais, saison oui, 3. non, mais c'est genre, bon, on s'avance pas trop et c'est peut-être à creuser, quoi. Non. C'est ça, Mm. ce serait ça un peu la conclusion. Toi, tu dirais plutôt que oui, il vaut Ah, mieux respecter. oui, moi, ah non, je te dirais pas plutôt oui, je dirais que oui, il faut le respecter. D'accord, ok, ah, ok. Je Il doit pensais y que t'étais avoir un pas. fondement juridique Ok. qui implique que la médiathèque est responsable de la manière dont, par, par qui c'est consulté, en fait. Hmm. Ok. Parce que tu vois, moi, ça me fait souvent penser à une époque, je bossais dans un cinéma et je sais qu'on m'avait dit que tu vois, les films, je sais pas si c'est interdit au moins de 18 ans, je crois. Je C'est connais pas déconseillé, non? je sais pas justement, tu vois, je sais Mm. plus. C'était il y a longtemps. C'était en noir et blanc Mm. à l'époque déjà. Mais qu'en gros, ouais, le cinéma avait une obligation légale vraiment d'interdire De l'accès aux vérifier. mineurs, Mm. ouais, sur les films qui ont le petit logo moins 18. Et c'est vraiment, enfin, ils le respectaient à la lettre parce qu'ils pouvaient vraiment avoir des problèmes, tu vois. Mais c'était spécifique au moins 18. A priori, sur les autres catégories, ils avaient l'air de dire que c'était un peu, C'est plus souple. ouais, c'était un peu freestyle, ouais. Donc Ok. voilà, je savais pas trop, tu vois, pour le jeu vidéo et les médiathèques. Bon, c'est pour ça que je. Ben, ça mériterait il y a peut-être un distinguo qui existe aussi, Hmm, ça mériterait effectivement de creuser. hmm. Euh, Question suivante, mais sinon, oui, bon, si jamais il y a des éditeurs parmi nous, mais ils sont déjà au courant, hein, oui, il faut le PEGI, tout ça, voilà, il y a des obligations, mais vous êtes déjà au courant. Euh, L'usage des assets, ça c'est un sujet aussi qui nous est revenu quelques fois. Donc là, on quitte le champ de l'usage du jeu vidéo, on bascule plutôt côté communication. Vous êtes une médiathèque, vous organisez un tournoi Mario Kart, vous voulez faire la promotion de ce tournoi. Est-ce que vous pouvez utiliser le logo Mario Kart sur votre affiche? Est-ce que vous pouvez utiliser un screenshot de Mario Kart sur votre affiche? Ben voilà, je te pose la question, Florence. Est-ce qu'ils peuvent? Eh ben, en fait, la réponse à cette question, elle, euh, elle est, elle est vite répondue. Elle est répondue grâce dans le cadre, enfin, du cadre dans lequel cette communication va se faire, à savoir, tu m'as dit, on organise un tournoi. Euh, Est-ce que du coup on peut communiquer dessus? Et le truc, c'est que déjà, il n'y a pas d'organisation de tournoi sans, sans Oui. autorisation de la part des éditeurs. Mm, Donc, de fait, si ce tournoi-là il est fait sans autorisation, bah, toute la com autour subit un peu la même règle. mm, Euh, Sur l'utilisation des assets visuels d'un jeu vidéo, euh, ben, le jeu vidéo, il est protégé par un droit d'auteur, le jeu vidéo en tant que tel, mais également ses éléments. Les personnages, certains assets visuels forts, la musique, les éléments de scénario, etc. mm, Si vous utilisez des assets visuels pour finalement promouvoir vos propres produits ou services, donc dans ce cas-là, c'est pour promouvoir les activités de la médiathèque, euh, c'est pareil, c'est une utilisation qui rentre dans le périmètre des droits qui sont accordés aux titulaires de droits. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est je change, enfin, le risque juridique existe, il est même caractérisé. Le risque pratique, il est moins important, mais pour moi, il est moins important que si, en gros, on donne pas justement.
Enfin, je pense que la tolérance des éditeurs, elle vient aussi du fait que les médiathèques remplissent pas des stades entiers Hmm, lorsqu'elles organisent des tournois. hmm, Donc, plus on communique dessus, sur un événement qui est non autorisé et sur hmm, la base du coup d'assets n'ont pas été autorisés, hmm. plus on attire l'attention et plus on peut finir par Par agacé. bah ouais, alors pas nécessairement agacé, mais parce que je pense pas que ce soit un agacement, mais plus par se dire ah mais non mais en fait peut-être qu'on va finir par être obligé de se poser cette question-là si il y a une utilisation massive à des fins Hmm, promotionnelles et que ça attire plein de monde. hmm. Oui, oui, disons que ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ouais. Mm. Nous, Ludistart, c'est un truc qu'on conseille pas, hein, pour le coup. Euh, Enfin, clairement, quand on nous pose la question, on préconise de ne pas communiquer en utilisant. Enfin, clairement, on dit non, non, n'utilisez pas les assets. Voilà. Enfin, je sais pas, je peux me tromper, mais là, c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Mais nous, on a l'impression que c'est le genre de truc qui peut plus attirer justement l'attention et. Enfin, je disais l'agacement, tu vois, mais ouais, la rancœur, le truc, ce que tu veux, tu vois. Mm. Donc, bon, nous, en tout cas, on le conseille pas. Euh, un peu dans la suite logique de ça, est-ce qu'on peut au moins... Bon, Florence, ok, on a le droit de rien, mais si on le fait quand même, est-ce qu'on peut au moins nommer le jeu sur lequel on va faire notre animation? Est-ce que je peux dire, on fait une animation, alors FIFA, je dis FIFA, bon, il s'appelle plus comme ça, mais c'est FC 25 maintenant. Est-ce qu'on peut, sur notre affiche, même sans mettre de logo Mario Kart ou de logo Minecraft, est-ce qu'on peut dire on fait une animation Minecraft et écrire Minecraft en toutes lettres, tu Alors, là aussi, il va falloir distinguer plusieurs cas de figure. vois. Et je pensais que c'était En fait, simple. c'est toujours très simple. C'est toujours très simple et je suis jamais le bad cop. Euh, euh, non, grosso modo, euh, ça va dépendre là aussi de la manière dont vous communiquez. Mario Kart, FIFA, pour ne nommer que, vont très vraisemblablement être aussi des marques enregistrées. Hmm, On a toute une protection spécifique accordée aux marques enregistrées qui font qu'on peut pas utiliser la marque de quelqu'un pour promouvoir ses propres activités. d'accord, ok. Donc, en fait, si l'utilisation de Mario Kart, c'est sur un flyer pour promouvoir en masse une animation d'une médiathèque qui est accessible euh, moyennant enfin, en contrepartie du paiement d'un prix, Hmm, là, j'aurais tendance à dire, bah non, attention, parce qu'en réalité, vous allez utiliser, enfin, déjà, vous faites une animation qui n'est pas autorisée. En plus, vous utilisez de manière très visible les noms de jeux euh, pour bah, attirer du monde, en gros. hmm, Donc, dans ce cas-là, c'est comme la question d'avant, évidemment, je le déconseille très fortement. Maintenant, si ce tournoi ou cette animation non autorisée se fait dans un cadre, euh, en fait, c'est cette frontière entre ce qui est, j'allais dire, discret ou dans un cercle assez restreint hmm, et cette communication ultra grand public. Mettre sur une affiche devant la médiathèque ou la bibliothèque, tel jour on organise telle animation, bon, ça me choque moins. hmm, En revanche, communiquer de manière massive sur les réseaux sociaux et sur les sites internet, ben là, potentiellement, on retombe dans dans une configuration qui va être peut-être plus susceptible d'attirer l'attention d'un éditeur. Sachant que, et peut-être on avait prévu d'en discuter, donc enfin, j'en dis pas plus à ce stade, mais les éditeurs sont pas réfractaires nécessairement à ce qui se passe en hmm. médiathèque. Donc c'est Ouais. pour ça que c'est toujours la recherche du juste équilibre entre permettre de continuer à faire fonctionner cet écosystème qui existe et qui est toléré, mais ne pas basculer vers quelque chose qui tend en fait vers un usage à titre commercial et qui du coup pourrait venir déranger l'éditeur. Hmm, ok. Entre nommer un jeu en toutes lettres et utiliser son logo, moi j'ai l'impression que ça craint quand même moins de nommer le jeu. Enfin, je sais pas. Ou est-ce que là c'est vraiment de la subtilité de pacotille? Non, non, c'est pareil. Pour toi c'est pareil. Ok.
C'est pareil, en fait, enfin non, Enfin, là tu m'as mis des jeux hyper connus, donc je sais qu'ils sont, ouais, enfin je sais, non, je peux pas les vérifier, mais je m'attends à ce qu'ils soient enregistrés à titre de marque. oui. Maintenant, il y a plein de jeux, enfin, indé, mais pas seulement indé, où en fait, s'il y a une marque de déposer, bah, ce sera peut-être que le logo et pas la version verbale, donc juste Hmm, écrit hmm, en lettres, et c'est tout. hmm, hmm. Donc ça dépend aussi comment est-ce que ce nom-là va être protégé. Ok. Bon, donc en théorie, il faudrait vérifier si le nom est protégé ou pas. Dans les faits, si une animation est axée spécifiquement sur un jeu et que c'est vraiment ce jeu-là qui fait l'intérêt de l'animation, L'engouement, ouais. bon, enfin, nous, notre positionnement à nous, asso, c'est, bah, il faut le citer de toute façon. Enfin, sinon, vous n'allez pas juste mettre tournoi. Enfin, il n'y a Bien pas sûr, non, d'intérêt. mais il faut bien savoir de quoi on Mais parle. voilà, mais après, comme je disais, je reviens un petit peu en arrière. Nous, par contre, on recommande de s'en tenir à ça, de s'en tenir à Mm. tournoi, le nom du jeu, tournoi Street Fighter, voilà, mais pas forcément utiliser les logos, les trucs et tout. Peut-être qu'en fait, on s'inquiète pour rien, hein, mais bon, personnellement, notre limite, nous, on la met là. Mais voilà. Après, on se retrouvera au tribunal, Florence. Euh... Pif paf pouf, pardon, où est-ce qu'on en était? Ah si, la diffusion. Alors ça, c'est un truc qui est, à mon avis, trop peu fait par les établissements et qui mériterait d'être plus pratiqué. Mais quid de la diffusion en ligne des animations, des tournois? Tu vois, si on fait notre tournoi Mario Kart en médiathèque, est-ce qu'on peut le diffuser sur Twitch? Eh bien, ça, c'est terrible, hein. J'ai toujours l'impression de répondre par non. Mais je suis sympa, hein, au demeurant. Oui, Euh, oui. en fait, c'est exactement pareil que pour la pratique du streaming que j'ai Hmm. évoqué tout à l'heure. Ouais. Le fait de filmer un tournoi ou une partie de jeu, que ce soit du coup un tournoi, donc une partie de jeu collective, ou de le faire tout seul chez soi et de se filmer en train de jouer et de le remettre sur Twitch, on est sur une diffusion du jeu. Hmm. Donc le diffusion, c'est le droit de représentation, qui est un droit d'exploitation qui appartient à l'auteur. Donc là, pour le coup, j'aurais tendance à dire, c'est peut-être pas la peine pour les médiathèques de faire ça. Parce que du coup, ça peut permettre de créer plus de communication autour de l'événement. On va pouvoir le retrouver sur Internet. On Hmm. va pouvoir du coup avoir une diffusion qui va être accessible un peu quand on veut. Et ça va être complètement différent de l'animation one shot au sein d'une bibliothèque parmi plein d'autres animations. Hmm. Là, on est sur vraiment la diffusion de l'œuvre. Ouais, 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 Et on quitte la ça, sphère ouais, du truc un peu intimiste. Ouais. oui, voilà. Et ça, bah, Euh, c'est pareil. C'est comme le stream, c'est toléré jusqu'au jour où, en fait, il y a quelque chose qui est fait ouais. d'une certaine manière que ça déplaît. Hmm. Et si ça déplaît, ben, comme le droit est du côté des titulaires de droit, Hmm. il y a des moyens pour le titulaire de s'y opposer. Ouais, ouais, ouais. Après, Euh, je veux quand même rassurer sur une chose, personne va en prison hein, à ce stade, hein. C'est juste que la vidéo enfin, le contenu est oui, retiré de la plateforme. oui, voilà, c'est ça, ou le compte YouTube est bloqué, ou ce genre de truc. Voilà. Le, le, le... Alors, je regarde tes notes parce que c'est le moment. C'est bientôt Halloween, faut faire peur aux gens. Tu peux évoquer les risques de la, de la Ah, reproduction c'est sans vache parce autorisation? que à ce stade, tout le monde a compris. Tu veux que je le dise? Alors, Vas-y. non, le risque, en fait, l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, il est sanctionné enfin, l'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ça caractérise un acte de contrefaçon. Hmm. Donc, quand on commet une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ce à quoi on s'expose, c'est une action en contrefaçon, donc soit de droit d'auteur pour les éléments d'une manière générale du jeu, soit au titre du droit des marques, si parmi ces éléments, il y a des assets qui ont été protégés à titre de marque. Et en parallèle de cette action fondée sur des droits de propriété intellectuelle, on peut avoir en plus, enfin c'est la même action, hein, c'est juste qu'il y a plusieurs fondements juridiques ou à la place, selon les cas, une action en concurrence déloyale ou en parasitisme. Et ça, grosso modo, c'est toutes les fois où il n'y aura pas d'atteinte.
à un droit de propriété intellectuelle. Donc pas de copie ou de diffusion, Ouais. mais une utilisation de cette propriété intellectuelle qui va se faire de telle manière à créer un risque d'association ou un risque de confusion sur l'origine du produit. Alors clairement, pour les médiathèques, je le vois moins, le risque de concurrence déloyale. C'est pas un concurrent de Hmm, l'éditeur. hmm. Euh, mais toujours est-il qu'une médiathèque qui vraiment ferait un commerce de ces animations-là pourrait peut-être se retrouver avec des réclamations faites sur le fondement de la concurrence déloyale. Ouais, ok. Bon, c'était histoire de citer des belles phrases comme poursuite en contrefaçon de droit d'auteur. Mais du coup, si on revient quand même très vite fait sur vraiment la diffusion sur Twitch ou sur YouTube, euh, bon, je pense que voilà, c'est d'autant, enfin maintenant on le sait, enfin c'est largement admis par les ayants droit. Euh, c'est globalement considéré comme de la publicité gratuite, hein. Et on est même à un stade où justement on paye des gens pour le faire. Donc voilà. Tout à fait. Mais quand on Travaillant les chez, paye, on on contrôle contrôle, la c'est manière vrai. dont ils le Non mais font. c'est vrai, C'est différent. c'est vrai, Mm. c'est vrai. Mais voilà, travaillant chez un éditeur français, je sais que voilà, il y a du budget dédié à ça. Donc oui, on paye des Oui, oui, gens non. Mm. pour diffuser. Pardon? Oui, oui, je sais que tu sais. Oui, voilà. Donc voilà. Et les cas où les ayants droit ont pu faire supprimer des vidéos. Alors de mémoire, je crois que c'est arrivé assez récemment, cette année, il me semble, par Nintendo, qui a fait fermer des chaînes YouTube qui étaient dédiées à la diffusion de la musique de jeux Nintendo. Mais tu vois, c'est quand même un cas très spécifique parce que ces chaînes-là, du coup, gagnaient de l'argent, monétisaient en fait les musiques de Nintendo, donc gagnaient de l'argent via ça. Et, euh, et en plus, bah, ça tombait à un moment où Nintendo lançait. Enfin, Nintendo, c'était il y a quelques. Non, c'était l'année dernière, je crois. Bref, récemment, Nintendo a lancé son application par abonnement, une espèce de Spotify des musiques Nintendo, tu vois, où tu payes tous les mois et du coup, tu peux écouter Mhm. de manière illimitée les musiques Nintendo. Donc là, on était vraiment sur une situation où alors, je vais mettre YouTubeur. Enfin, le cas de YouTubeur, le terme de YouTubeur ici, il est un peu exagéré, mais en tout cas, des chaînes YouTube diffusaient du contenu sans autorisation, gagnaient de l'argent et en plus faisaient du coup de la concurrence à un produit Mhm. direct de Nintendo, tu vois. Mais là, Donc pour le oui, coup, c'est un vrai cas de contrefaçon qui ne fait pas ouais, débat. Enfin, je veux dire. oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais Mm. donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, les ayants droit peuvent effectivement concrètement s'emparer Mm. du sujet de la diffusion et faire fermer des chaînes, mais enfin, pareil à ma connaissance, c'est pas du tout la norme, enfin la règle, la norme, tu vois. Il y a quand même un vrai laisser faire sur cette question-là. Euh, on peut continuer à avancer un petit peu. Ça, pareil, je pense que ça peut être, on peut y répondre assez vite. Est-ce qu'on peut faire Mhm. une expo avec des visuels de jeu sans demander l'autorisation et en évoquant le droit de citation? Non, en fait, le droit de citation, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il va vraiment être limité à des cas très spécifiques. Euh, et en gros, c'est uniquement pour, euh, comment te dire, il faut que la courte situation, elle soit justifiée par soit un aspect critique, polémique, ou pédagogique, ou scientifique, ou d'information, mais en gros, il y a un véritable but recherché. C'est pour ça que tout à l'heure, je te donnais l'exemple de euh, quelques secondes d'un spectacle qui sont Hmm, inclus dans un documentaire, parce qu'il y a hmm. vraiment cette notion de transmission de l'information euh, à un tiers. Mais du coup, Euh, est-ce qu'une expo, c'est pas considéré comme un objet pédagogique? une expo, c'est pas une œuvre. Ah, ok. Et en fait, enfin oui et non. C'est-à-dire que tu peux avoir une protection d'une exposition, mais c'est sa scénographie, enfin, c'est la manière dont elle va être agencée qui va être protégée. Ah, d'accord, ok. La scénographie. Voilà. Ok. Euh, Donc là, en l'occurrence, il faut, enfin, tu vas pas pouvoir utiliser l'exception de courte situation pour reproduire une œuvre dans le cadre d'une collection de musée ou autre. Hmm, d'accord. Ok. Bon, dans tous les cas, il vaut mieux demander les autorisations, surtout pour des visuels, pour des expos. Nous, Ouais. on le fait. Nous, on l'a fait pour toutes nos expos. Toutes nos expos contiennent des visuels de jeux autorisés. Ça demande effectivement, bah voilà, d'échanger, d'envoyer des mails, etc. Mais franchement, ça vaut le coup pour un.
Enfin, on parle d'une expo, donc c'est un truc qu'on va faire une fois, qu'on va probablement réutiliser, etc. Donc je pense que là, c'est un travail qui vaut le coup pour le coup, de, Mm. de- d'aller demander les autorisations. Oui, puis ça Euh, permet d'assurer que l'exploitation de l'exposition ne se retrouve pas arrêtée du jour au lendemain aussi. hmm, ouais, Que un tournoi, ça va durer quelques heures, un jour déterminé. Une exposition, hmm, vous capitalisez dessus, ça va. hmm, Donc là, pour le coup, de la prise de risque est pas la même. ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, Alors ça avait l'air. Ça, je m'attendais à une réponse rapide et en fait, ça a l'air plus compliqué que ce que je pensais. Non, La mais on va la faire question. rapide. Non, mais je me dis, oulala, ça a l'air complexe. La question du blind test. Est-ce qu'on peut faire un blind test de musique de jeux vidéo en animation? Et j'en reviens toujours au même truc sans demander l'autorisation. Ouais. Bah, en fait, dès l'instant, alors je présuppose que c'est une médiathèque qui organise un Mm, blind test. On est dans un cadre public. Or, la diffusion de toute œuvre musicale, cette diffusion publique de toute œuvre musicale va elle aussi faire l'objet d'un encadrement juridique. Et si, en fait, euh, elle nécessite l'autorisation de son ayant droit, mm, et en France, il y a deux cas de figure. Soit l'ayant droit est membre de la SACEM et donc a apporté son répertoire à la SACEM, et dans ce cas-là, c'est à la SACEM qu'il faut demander une autorisation. Soit il n'y a pas eu d'apport à la SACEM, enfin, le compositeur n'est pas membre, et dans ce cas-là, c'est aux différents titulaires de droit sur l'œuvre musicale qu'il va falloir demander des autorisations. mm, Il faut savoir que vraiment, on y reviendra, mais l'autorisation demandée à la SACEM, elle est très large. C'est vraiment dès qu'il y a une diffusion au public. mm, mm, Même si c'est pas dans un lieu où il va y avoir des actes de commercialisation possibles. Donc même si c'est pas, comment dire, dans un centre commercial ou autre, quoi. mm. Dès qu'on est en dehors du cercle de famille, du cadre de la vie privée, on est supposé demander cette autorisation. Ouais. Après, globalement, j'ai l'impression que les collectivités sont assez. Enfin, moi, d'expérience, pour avoir échangé avec pas mal de collectivités, j'ai l'impression qu'ils sont assez carrés sur la SACEM. Mais j'ai l'impression aussi que c'est pas toujours très clair. En tout cas, au niveau des agents, peut-être qu'après, tu vois, dans les instances supérieures, c'est carré, hein, mais au niveau des agents, c'est pas toujours très clair tu vois, on fait une animation. Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, le simple fait d'avoir du jeu vidéo en consultation sur place, par exemple tous les mercredis et samedis après-midi, les jeux vidéo diffusent de la musique, donc c'est une diffusion publique tout au long de l'année entre guillemets, tu vois. Est-ce que il faut faire une déclaration ou pas? Est-ce que la mairie a déjà fait une déclaration globale pour tous ces, tu sais, enfin, pour tous ces services et tous Je ces pense que trucs? non, non. Est-ce que c'est à l'établissement de faire une déclaration? Est-ce que ça concerne tous les jeux vidéo? Enfin, tu vois, c'est pas toujours. J'ai l'impression que c'est un peu un bourbier cette histoire de ça. Euh, Toi, ce que tu dis, c'est il y a un répertoire et tu ne payes la SACEM que si l'auteur, c'est ça? Le compositeur, en gros, a Ou inscrit l'artiste son interprète, répertoire à ouais. la SACEM. Ouais. Alors non, c'est dès l'instant, parce que de temps en temps, on a des petites tentatives de membres qui essayent de se soustraire à la SACEM. En gros, c'est dès l'instant que toi, compositeur, je prends l'exemple du compositeur, tu deviens membre de la SACEM, tu Mhm. lui donnes tes droits en gestion à la SACEM. Ok, Certains droits d'auteur, pas tous, mais certains. d'accord. À partir du moment où tu te donnes ces droits, c'est tout ton répertoire qui va être Ok. donné à la SACEM, de tes œuvres passées, présentes et futures. Ah oui, ok. Ce qui, certains, et c'est particulièrement vrai dans l'industrie du jeu vidéo, certains compositeurs se retrouvent ensuite bah, assez embêtés parce qu'en réalité, ils peuvent avoir une activité mixte où ils font de la musique pour tout type Ah d'industrie ouais. et pas que le jeu vidéo. Hmm. Et donc, quand ils bossent avec des studios, avec des éditeurs, se retrouvent dans la situation où le studio ou l'éditeur va devoir négocier avec la SACEM pour l'utilisation des musiques au sein du jeu. Ah ouais, d'accord. Donc, il y a certains compositeurs qui essayent de masquer un peu leur participation en utilisant des pseudos, etc. Il faut vraiment savoir que à partir du moment où on est adhérent, on peut pas.
juste dire, bah voilà, je donne à la SACEM tous mes droits sur A, B, C et D, mais eux, je garde Hmm, la gestion de cette œuvre. hmm. Voilà. Ok, ok, ok. Ouais, c'est intéressant, mais c'est... Ouais, ok. Bref, il faut faire gaffe. Alors ça, pour le coup, la SACEM, ça a l'air d'être un organisme dangereux qui envoie ses agents en costume noir enfin, assez fréquemment. Donc, tu vois, si on devait faire une échelle, un riscomètre, ouais, je pense que la SACEM, c'est un truc. Enfin, n'hésitez pas à voir avec votre hiérarchie et à le gérer assez rapidement euh, pour pas être embêté. Après, moi, c'est un domaine que je connais assez peu, hein. J'ai juste entendu des histoires d'horreur sur le Sur sujet, donc SSM. ouais. Euh, mais bon, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un blind test, même si c'est des extraits de 10 secondes, en théorie, on est censé demander l'autorisation aux ayants droit. Et ensuite, il y a en plus une étape supplémentaire. Enfin non, c'est soit l'un soit l'autre d'ailleurs. C'est soit on demande aux ayants droit s'ils sont pas répertoriés à la SACEM, soit on voit directement avec la SACEM si les ayants droit sont répertoriés à la SACEM. Mhm. C'est ça. J'ai bien résumé. Oui, c'est Ok. ça. Après, Euh, là encore, sur le blind test, le risque, il est plus limité que sur la mise à disposition ou le prêt oui. de CD ou autre. Mm. Oui, oui. Bon, après, bon, les CD, c'est encore un autre. Les CD Mm. en bibliothèque, Oui, c'est oui. encore tout un sujet. Euh, Est-ce que on a encore combien? Une, deux, trois, quatre Je questions. sens que tu vas devoir faire des choix. Ouais, non, mais c'est un peu à toi de me dire si tu peux rester encore quelques minutes Non, non, ou vas-y, vas-y, pas. on fait. Ouais, ok. Mm. Euh, Question intelligence artificielle. Ça, c'est une question. Alors, je sais plus qui me l'a posé celle-là, mais j'ai trouvé ça un peu rigolo. Je me suis dit, il y a vraiment des filous chez les bibliothécaires. L'IA générative. Utilisez l'IA générative pour sa com en lui demandant de générer des visuels inspirés de personnages de jeux vidéo. Du style, hey, ChatGPT, fais-moi un visuel qui ressemble à Mario mais qui n'est pas Mario. Est-ce que. Enfin voilà. Qu'en est-il de cette situation selon toi? Bah, ça, c'est pas du tout propre aux bibliothécaires, hein. Ouais. Tout le monde essaye d'un peu en profiter. Alors, pour détricoter ça, il faut comprendre que les résultats qui vont être générés par une IA générative, une ChatGPT par exemple, euh, ils peuvent être potentiellement contrefaisants. C'est pas parce que enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est fourni par ChatGPT que c'est nécessairement sans risque. Hmm, Ça, c'est le premier point. Et si c'est contrefaisant, le fournisseur de l'IA se déresponsabilise complètement. Donc, hmm, grosso modo, ça veut dire, vous utilisez un prompt qui fait clairement référence à un personnage, genre Pikachu ou hmm, Mario, pour la création d'un personnage qui n'est pas lui mais qui lui ressemble. Vous êtes clairement en train de lui demander en fait de faire un acte de contrefaçon puisque hmm, ça aboutit à, selon comment le prompt est rédigé, hmm, à ce que ce soit une imitation ou une inspiration plus dans laquelle on va retrouver des caractéristiques essentielles du personnage de base. hmm. Euh, Donc c'est une très mauvaise idée. Bah après, moi je pense que utiliser Qu'est-ce l'IA que vous vous générative c'est une retrouvez? mauvaise idée par défaut, mais après, voilà. Oui, c'est un sentiment qui est partagé dans le jeu vidéo. Ouais. Mais très clairement, en tout cas, en fait, nous, côté studio ou éditeur, ceux qui utilisent de l'IA générative pour créer certains assets, ce qu'on leur dit, c'est n'utilisez jamais un prompt de personnages existants ou d'IP Hmm, protégés, etc. Documentez absolument tout votre processus hmm. euh, de, Ouais, enfin, faut lister les prompts, quoi, c'est un peu de ça le. créativité. Ouais, 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 et les Ouais, résultats ok. générés. Ok. Pour qu'on puisse clairement déterminer ce que vous avez demandé, combien de modifications vous avez effectuées, et permettre de justifier que finalement le résultat généré est le plus éloigné possible Hmm, d'une œuvre préexistante. Mais, mais très clairement, enfin, à terme, ce sont des actes de contrefaçon. ouais, ok. Ils sont rendus possibles par une plateforme qui se déresponsabilise. En gros, c'est ça Oui, qu'il qui faut de toute comprendre. façon Dans dans sa ces conditions licence, dans ses conditions d'utilisation, dit que d'utilisation, dira, ouais, c'est pas mon problème. on vous donne un outil, c'est ce que vous Ouais. en faites dépend de vous, quoi. Ok. Alors après, il y a certains fournisseurs d'IA qui ont des politiques un peu différentes en la matière.
Mais grosso modo, sur les accès gratuits et non professionnels, oui, c'est ça le résultat. Ok. Ah, ok, c'est vachement intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant. Est-ce que, pardon, micro parenthèse, est-ce que sur l'IA, on peut dire qu'il y a un flou juridique? Non, Ou il au n'y a pas de contraire, flou c'est juridique. assez. Non, ça reste aussi c'est aussi très cadré. Il n'y a pas de souci. Ok. Question rétro gaming. Alors, pardon, parce qu'il est quand même 37. Alors, moi j'ai du temps, mais je veux pas te, te, te- te retenir trop longtemps. À la limite, on peut s'arrêter. Je pense qu'on peut faire deux questions et après on fait une Yes, conclusion. ok. Allez. Et on skip les deux dernières questions, tant pis. Rétro gaming, émulation, abandonware, tous ces sujets-là. En gros, l'idée de mais c'est des vieux jeux vidéo plus exploités par plus personne, ça se trouve à l'appel en piratage. Alors j'ai utilisé le mot piratage, donc voilà, Un indice c'est déjà un dans ta indice, voilà. réponse. Bref, c'est plus exploité, les ayants droit sont pas identifiés, et puis le jeu il a 30 ans, c'est bon. On peut le choper gratos, le mettre dans une borne d'arcade et c'est plus un souci quoi. Florence. Alors, vous avez 2 minutes. Euh, non, c'est toujours le même principe. En gros, c'est pas parce que, et ça reviendra à la question suivante sur la question du domaine public, mais en gros, c'est pas parce que on n'arrive pas alors non. Il y a la question de l'émulation, où grosso modo, c'est pour venir, on pourrait dire, lutter un peu contre une certaine forme d'obsolescence, le changement Hmm, enfin, l'évolution des consoles, etc. Donc, ça, c'est pas possible si c'est fait dans un but commercial de piratage, si grosso modo, soit c'est une personne A qui permet de jouer du coup à d'anciens jeux Nintendo et de les faire fonctionner sur Switch. S'il le met à disposition du public, on est clairement sur un acte de contrefaçon. hmm, Et du coup, c'est pas possible. Si tu le fais à titre privé, euh, donc c'est-à-dire c'est vraiment toi, enfin, individu, hmm, qui t'amuse à le faire de ton côté, et qu'il n'y a aucune diffusion au public, c'est toujours pas OK, mais en réalité, le risque est très limité. Il y a hmm, vraiment ces deux cas de figure de j'ai un usage privé que moi je fais juste pour me permettre de voir évoluer mes jeux d'une plateforme à une autre, versus en fait j'ai rendu cette version-là possible et j'en donne accès au plus grand nombre et du coup ben je prive complètement l'éditeur d'une source de revenus. hmm, hmm. Ok, Ça c'est le premier ça c'est point. l'émulation en général. Voilà, c'est Ouais. sûr. Ok. Sur l'abandonware, et donc pareil, le libre téléchargement d'anciens jeux vidéo, on ne sait plus trop à qui ils sont, à qui ils appartiennent, ou alors qu'ils sont plus disponibles dans le commerce, etc. Il n'empêche que tant qu'ils sont protégés par un droit d'auteur, euh, ça reste de la prérogative du titulaire de droit de décider si oui ou non ils sont accessibles au public. Hmm, Euh, et donc dans ce cas-là, on retombe dans un principe d'interdiction. ok. C'est possible qu'un jeu n'appartienne plus à personne? Tu veux dire qu'il soit dans le domaine public du coup? Bah ouais. Mais tu vois, enfin, tu sais, par le jeu, la boîte elle a fermé, ça a été racheté par une autre boîte qui elle-même a fermé, enfin tu vois, et c'est Ben, arrivé quand même un paquet de fois dans le jeu vidéo ça. tu peux complètement avoir des trous dans la raquette. Parce qu'effectivement, je prends l'exemple de l'éditeur qui serait Hmm, liquidé. Alors, l'éditeur ou le studio, mais celui qui détient les droits de propriété intellectuelle. Parce que ouais. un éditeur va pas nécessairement détenir l'IP Hmm, du jeu. Il va juste avoir les droits d'exploitation pour permettre la hmm, distribution pendant une certaine donnée, mais tous ne prennent pas l'IP. hmm, Euh, disons que celui qui a l'IP ferme. Euh, soit c'est ce qu'on appelle une dissolution amiable, donc c'est juste qu'il ferme sa société, mais pas parce qu'il est endetté, mais parce que, bref, il a envie de faire autre chose. hmm, Généralement, là, on va se retrouver dans des cas de figure où l'IP va être revendu. Donc, j'exclus ce cas-là. hmm, Si on est dans un cas de liquidation judiciaire, donc société endettée qui peut plus faire face à son passif et qui ferme, le liquidateur judiciaire, avant de fermer, il va essayer au maximum possible de vendre tout ce qu'il y a dans la boîte. hmm, Donc, l'IP existante de jeu, il va essayer de la vendre.
s'il la vend à un tiers, l'IP va recirculer. Donc, il y a Mm. bien un titulaire de droit quelque part Ouais. qui sera peut-être pas Mm. évident à identifier, mais Mm. il existe. Du coup, en cas de boîte liquidée, euh, la bonne chose à faire, en réalité, c'est d'essayer de retracer la chaîne des droits et de contacter le liquidateur et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé avec ces droits. Ouais. Ok. Plus on a des éditeurs qui sont gros, moins il y a un risque que l'IP soit nulle part. Ouais. Euh, Si on prend le cas de figure de studio, et il y en a eu un grand nombre enfin, ces dernières années avec l'état de l'industrie, si on prend des studios euh, qui ont sorti un ou deux jeux et qui avaient bien réussi à conserver l'IP et qu'elle n'avait pas été donnée, enfin cédée à leur éditeur, effectivement, il y a un grand nombre de cas de figure où l'IP était détenue par le studio, le liquidateur n'arrive pas à les revendre, Mm. même à 1 euro symbolique. Et du coup, ben, le titulaire de ce droit, effectivement, disparaît. Donc, Mm. enfin, je veux dire, plus personne n'a le droit. Ok. Donc là, par définition, la propriété intellectuelle est tombée dans le domaine public. Ouais. Ok. Mais alors ça, pour le savoir et Alors, pour c'est tomber un dessus, énorme enfin. raccourci parce que le domaine public, normalement, c'est que par l'extinction de la Ah, protection. Donc, je d'accord. pense que Ok. c'est pas le bon terme, Non, mais mais justement, l'idée, je c'est pensais. qu'elle Ok. ça redevient libre de droit. Ouais. Libre de droit. Ok, c'est le terme qu'on va utiliser. D'accord. Mais Et. c'est vraiment à prendre avec des très grosses pincettes parce que normalement, les dirigeants essayent de faire en sorte de. Hmm. Alors, soit les droits ont été très mal cédés au studio et en fait, c'est toujours les dirigeants qui l'ont. Enfin, je veux dire, avant d'arriver dans un cas de figure où en réalité, vraiment, on peut se dire, bah, c'est bon, plus personne d'existant n'a les droits dessus, Ouais. il y a du chemin. Ouais, ouais. C'est possible. Y a pas la notion d'abandon sur place ou un truc comme ça qui existe en cas de liquidation? Moi, on m'a parlé de ça récemment. Mais je crois que c'est plutôt pour du matériel et pas pour du. Enfin, je sais pas si ça marche pour de Ah, l'immatériel, tu vois. euh, C'est des trucs qui et ce sont qui invendables, renverrait. on peut rien en faire, donc on laisse ça là, et puis. On Tu laisse. vois. Et Oui, finalement, oui. ben, in fine, c'est l'ancien propriétaire qui les récupère de fait, tu vois. À titre personnel, quoi. Ben, tu vois, je sais pas comment ça se passe pour de l'IP. Ouais. Ouais, c'est un cas un peu particulier. Euh, bon, de toute façon, en gros, on était sur la question de l'abandonware. L'idée, c'est que même des jeux qui ont 40 ans ont quand même probablement encore aujourd'hui des ayants droit, enfin, appartiennent à quelqu'un. Mm, mm. C'est pas parce qu'ils sont plus exploités qu'on peut les utiliser comme ça, à la sauvage, sans rien demander à personne, quoi. Une Oui. fois de plus, c'est la théorie. Là aussi, il y a la pratique. Bon, bref, je veux pas. Enfin, si je donne des trucs que j'ai entendus récemment, non, mais enfin, bref, Non, je veux pas mais pousser au la crime, tu vois, pratique, mais c'est que si on n'arrive pas vraiment à identifier, enfin, si on est de bonne foi, qu'on cherche à obtenir des hmm. autorisations et Oui, qu'en réalité on trouve pas vers ce qui se tourne et qu'on a fait ses meilleurs efforts, hmm. ouais, le risque il est Oui, quand même assez voilà, limité. Voilà. ouais, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre, blablabla. Ah oui, donc, pardon, oui, non, mais du coup, voilà. Donc, avoir dans sa médiathèque, je raccroche vite fait les wagons avec quand même une pratique concrète. Avoir dans sa médiathèque une borne d'arcade avec 1800 jeux émulés dessus, et c'est un exemple très concret dont on m'a parlé il y a à peine 3 jours, tu vois. Mm. Euh, En théorie, c'est de la contrefaçon. Oui, Très probablement. Enfin, je veux dire, il y a peu de chances que les 1800 jeux soient tous libres de droit ou libres. oui, Enfin, autorisé, enfin oui, oui, voilà. ouais, ouais, non, non. Ok. Donc là aussi, si vous achetez une borne arcade à un fabricant, bah, n'hésitez pas à poser la question. C'est pas parce que la borne elle est vendue sur un site internet qui a pignon sur rue que son contenu est légal et que vous avez le droit de l'exploiter. Et dernière question, bah, c'était, oui, du coup on revient, est-ce qu'un jeu vidéo peut tomber dans le domaine public? Oui, ça en revanche, il peut finir par tomber dans le domaine public. En fait, un droit de propriété intellectuelle, il dure 70, enfin, toute la vie de l'auteur jusqu'à 70 ans après sa mort. Hmm. En matière de jeux vidéo, on va avoir cette distinction entre, parce que le jeu vidéo, dans la grande majorité des cas, il va être développé par plusieurs personnes. Dans certains cas, on va considérer que le jeu vidéo est ce qu'on appelle une œuvre de collaboration. Hmm.
Et dans ce cas-là, le jeu tombe dans le domaine public 70 ans après la mort du dernier auteur. On peut aussi avoir une équipe de développement très importante, euh, ou en tous les cas un peu plus importante, avec un donneur d'ordre très clairement identifié, enfin qui souvent est l'employeur du coup, mais pas que. Et donc on va avoir un mode de création qui ne va plus être horizontal où tout le monde est un peu sur un pied d'égalité, mais vertical avec en gros une idée de jeu qui est portée par Mm, une personne physique ou une personne morale et qui va charger toute une équipe de mm. développer un jeu sur la base de ses instructions, etc. Donc là, on est sur ce qu'on appelle une œuvre collective. Et dans ce cas-là, ça tombe dans le domaine public 70 ans à compter de la publication du jeu. Ok, ok, ok. Après, il faut faire gaffe aux versions. Oui, Enfin, je veux dire, elles vont avoir des délais de protection différents. Enfin, des points de départ de délai oui, différents. un remake Mm. lui-même est une œuvre à part, donc Oui, il a son décale propre délai qui d'autant. Ouais, court. c'est ça. Mm. Après, le jeu vidéo, ça a quoi? 60 ans? Oui, c'est du strat théorique Donc là. pour l'instant, voilà, on est quand même très théorique. Partons Mm. du principe que pour l'instant, il n'y a rien qui est Dans le domaine public. dans le domaine public. Est-ce que ça, on le rappelle, hein, c'est applicable, enfin c'est le droit français. Pas Euh, que. d'accord, ok. J'allais dire justement comment ça se passe pour un jeu américain, tu vois, ou japonais. En fait, on a une convention qui s'appelle la Convention de Berne, qui a été signée, c'est une convention internationale qui a été Hmm, signée par un très 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 grand nombre de pays dans le monde hmm. et qui va prévoir ce même type de durée D'accord, euh, de droit d'auteur, enfin ce même principe en fait, d'une ok, durée minimum à accorder, au-delà duquel ça tombe dans le domaine public. ok, ok, ok. Donc oui, ça reste finalement une règle nationale, internationale, pardon. Mm. Après, ça va pas Euh, nécessairement être la même durée, mais ce principe-là est repris. dans les grandes lignes, c'est pareil. Ok. Mm. Très bien, très bien. Bon, ça c'était plus par curiosité, puisque du coup on n'est pas vraiment concerné. Je skip les autres questions. Bah à voir hein, si on fait un épisode 3. Euh, on va Et tu arriver conclus? à une petite conclusion, ouais. Alors il faut que je retrouve ma conclusion, du coup, faut scroller. Ah oui, si, si, je devais parler d'une raison secondaire de pourquoi on fait ces vidéos. Donc comme je disais au début, la raison primaire c'était simplement informer et apporter apporter de la matière à votre culture professionnelle. La raison secondaire, elle est venue un peu après la première vidéo. Euh, c'est aussi de faire prendre conscience de la situation. Alors moi j'ai utilisé le mot ubuesque parce que bon, mais cette situation un peu ouais, un peu fantaisiste dans laquelle on se retrouve parfois. Alors là, je parle en notre nom, hein, t'as le droit de pas être d'accord, Florence. Mais en gros, voilà, on est dans une situation qui est quand même assez, ouais, assez étonnante, où on a donc le droit qui est en faveur des ayants droit, la pratique qui du jeu vidéo en bibliothèque qui est quand même de bonne foi, d'intérêt public, gratuit, euh, donc dont on pourrait se dire c'est bon, on est protégé, mais en fait non, mais en même temps il y a un laisser-aller de la part des ayants droit, enfin bref, c'est un peu le foutoir. Donc moi je pense que ce qui est intéressant aussi dans ces échanges, c'est de constater ça et par conséquent de chercher à faire bouger les lignes. Euh, Qu'est-ce que j'entends par faire bouger les lignes? Depuis le début de l'année, on a rencontré pas mal d'ayants droit. On leur a posé la question, est-ce que voilà la situation actuelle, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes pour valider ça? Et la plupart du temps, on a eu plutôt des retours positifs, voire très positifs pour, pour une personne qu'on connaît en commun. Avec voilà parfois des petites subtilités ou des petits bémols, mais globalement, les ayants droit, les éditeurs sont assez pour la situation actuelle. En tout cas, c'est mon ressenti. Toi, est-ce que tu en as parlé toi avec tes clients, Florence? Dans la plupart des cas, c'est un non-sujet pour eux. Ouais. C'est ce qui me permet de dire que le risque pratique est pas si élevé que ça. En fait, Mm. dans la plupart des cas, soit ils sont OK, soit c'est un non-sujet pour eux parce qu'en fait, c'est trop petit.
par mm, rapport au sujet réellement problématique auquel ils peuvent faire face. Et mm, du coup, ils n'ont pas nécessairement les moyens pour s'emparer de ce sujet dans un sens ou dans l'autre, que ce soit pour l'autoriser ou pour l'interdire d'ailleurs. mm. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire que sur ces utilisations spécifiques-là, qui correspondent à des usages hyper, comment dire, enfin, fait dans des conditions correctes, quoi. Mm. Ça rejoint le fil conducteur de ce qu'on a Mm. dit depuis le début. Ils ferment les yeux. Ouais, 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 ok. Bon, en tout Ce qui cas, ce qui veut pas dire qu'ils peuvent pas les ouvrir, oui, ouais, ouais, mais ouais. voilà. Et ça, et donc nous, on milite justement pour un peu un éclaircissement de cette situation, pour... en fait, nous, Ludistart, dans un monde idéal, en fait, la situation actuelle, comment dire, elle est entérinée, tu vois, elle est validée par toutes les instances et les ayants droit sont OK et ils s'engagent à pas venir embêter les bibliothèques qui elles-mêmes s'engagent à pas faire totalement n'importe quoi avec les jeux et c'est donnant-donnant et tout le monde est gagnant. Euh, donc voilà une seconde raison de ces vidéos, c'est faire prendre conscience de cette situation un peu bancale et si ça peut mener à des réflexions et à des accords, j'ose, tu vois, j'ose les mots, bah, ce serait vraiment très très cool. Mais bon, ça c'est un autre travail. Autopromo vite fait, parce que j'ai mis ça dans ma note, c'est un sujet qui a été très vite fait aborder, le rapprochement entre les ayants droit et les bibliothécaires, dans l'interview que j'ai faite de Céline Ménéguin, qui est sur la chaîne YouTube, puisque elle, ça fait donc 20 ans qu'elle fait du jeu vidéo en bibliothèque, et elle me disait que justement, il y a une quinzaine d'années, elle s'était pas mal rapprochée de Nintendo, elle avait noué des partenariats, elle avait fait des choses avec eux, donc ils étaient très au courant de ce qui se faisait déjà à l'époque et étaient très, comment dire ça, très ouverts. Donc Mhm. voilà, donc ce rapprochement entre les éditeurs, y compris les gros éditeurs et les bibliothèques, il peut se faire. Euh, voilà, ce serait intéressant de pousser la question et de pousser l'action un peu plus, à mon avis. Est-ce que tu souhaites conclure par quelque chose, Florence? Tu as droit au Ouais, dernier mot. j'ai le droit au dernier mot. Euh, ouais, deux points. Le premier, c'est que je rejoins ta conclusion. Je pense qu'il y a une action collective à envisager. Parce qu'en fait, c'est un sujet qui, en soi, effectivement, est toléré. Je pense que c'est aussi pour ça que les pouvoirs publics s'en emparent pas plus, parce Mm, que pour l'instant, bah, ça coexiste et que, grosso modo, ils ont d'autres chats à fouetter. Euh, et qu'en réalité, pour réussir à obtenir les autorisations dont les médiathèques auraient besoin, il faudrait effectivement des accords très larges dans l'industrie qui nécessitent bah, d'avoir des porte-paroles de chacun des différents bords concernés. mm, Euh, Et ça passe aussi par un travail de remontée de l'info des médiathèques et des bibliothèques pour que les institutions au-dessus se préoccupent de ces questions et s'intéressent d'un peu plus près à ce sujet. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est plus, bah, c'était encore un plaisir de faire cette, euh, cette petite matinée avec toi. L'idée, encore une fois, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est plus de faire un état des lieux de ce qu'est le mm, droit et de ce qu'il est possible de faire ou de pas faire et de rendre tout le monde un peu plus responsable vis-à-vis de cette question. Et en gros, l'idée, c'est d'aider à placer le curseur entre ce mm, qui restera tolérable et ce qui ne le sera plus pour les ayants droit. Voilà. mm. C'est très bien résumé. Bah écoute, je te remercie beaucoup. Cet entretien se retrouvera sur la chaîne YouTube de l'association dans quelques heures, je pense, le temps de m'en occuper. Je te remercie beaucoup, Florence, pour ton expertise et pour son partage. Avec grand plaisir. Merci à vous, les viewers et auditeurs, et je vous dis à très bientôt. Salut!